Alors bonjour ou bonsoir. Je dis les deux, hein, parce que j'ai entendu les deux dans vos commentaires ou dans vos interventions juste un petit peu avant. Voilà, on vous souhaite la bienvenue tout de même, parce que vous êtes apparu comme ça tout de suite dans votre discours, bien dedans, les idées bien en place. On vous souhaite la bienvenue sur Agora TV News. Dans ces locaux, c'est pas la première fois que vous venez, mais par contre, je pense que c'est la première fois que les gens vous voient dedans aujourd'hui. Voilà, donc plaisir aux dames d'abord, Astrid et François, on vous accueille là. Et on s'est dit, tiens, je suis là, je vais vous poser des questions. J'en ai quelques-unes qui me viennent à l'esprit. Tout d'abord, concernant l'événement que vous annoncez, ça a l'air d'être du lourd, comme on dit. Ça a l'air d'être un événement assez important. Tout d'abord, j'aimerais savoir de quelle façon vous vous positionnez par rapport à cet événement-là du 19 décembre. Vous y allez de quelle façon? D'accord. Celui qui a envie de répondre ou celle qui a envie de répondre, allez-y. Alors j'y vais, je me lance. Oui, allez. Bonsoir et merci. Donc le positionnement justement est très particulier. On y va un petit peu comme... parce qu'il y a une nécessité, on pense, à ne pas se positionner dans le clivage actuel, complotiste, non complotiste, version officielle, pas version officielle, pro-Covid, pas pro-Covid, on entend tout. Et finalement, si on reprend un peu notre place, on se dit mais qu'est-ce qui nous arrive ? Sommes-nous en danger? Il y a beaucoup d'informations. Donc voilà, c'est un peu comme la nécessité de se dire mais de quoi on parle? On pose les affaires sur la table, on en discute en réunissant les gens de façon physique. C'est plus une télé ici ou une télé là ou une radio. Excellent. Les fake news. Là, c'est une réunion physique, donc elle est sincère, elle est honnête, elle n'est pas virtuelle. Les gens se déplacent, ce sont des gens de renommée. On va se baser sur des études complètement officielles, publiques. Et à partir de là, faire un bilan pour se dire mais qu'est-ce qui nous arrive, qu'est-ce qu'on peut craindre, et voilà, et retrouver des leviers qui vont nous permettre de trouver des solutions et de redonner espoir à tout le monde. Excellent. Astrid, tu voulais... Oui. Moi, je trouve qu'on a vécu une année exceptionnelle, dans le bizarre sens du terme, avec des drames, avec des habitudes qu'on n'a pas eues. C'est historique. On n'a jamais confiné comme ça. On n'a jamais mis des masques à tout le monde quand ils sont en bonne santé. On a eu des familles qui se sont retrouvées à domicile alors qu'elles n'étaient jamais restées à domicile, seules. Il y a des gens qui sont morts seuls. Il y a des tas de choses inédites. Et donc les gens ce qui me motive là, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent savoir et voudraient comprendre. Et l'événement, il est là pour essayer de déconstruire et de comprendre avec des experts qui ont des points de vue vraiment intéressants, qui sont vraiment attestés avec de l'evidence-based. Qu'est-ce qui s'est passé pendant cette année? On arrive à vraiment une année de découverte. Quand le Covid est arrivé, c'était vraiment en décembre. C'est pour ça qu'on l'a appelé 19. C'est le Covid-19 parce que c'est 2019 et on va faire l'événement le 19 décembre. C'est quand même bien. Hein. Excellent. Mais c'est symbolique. C'est symbolique d'une année très difficile, un peu une chenille qui s'autodétruit. Et vous savez que la chenille devient papillon et on a l'espoir que cette chenille va devenir papillon. Parce qu'il y a des lueurs d'espoir. Il y a des lueurs d'espoir parce que le peuple comprend, il se révolte, il voit qu'il y a des choses qui ne vont pas. Il en a ras-le-bol de faire des choses injustifié pour une population saine, qui est illogique, qui ne va pas. Donc on ne voudrait pas que ça amène à la guerre civile, parce qu'on sent bien qu'il y a le feu partout, dans les âmes, dans les yeux, les gens perdent l'argent, ils perdent des êtres chers. Et donc c'est un peu un rituel de fin, de transformation. On aimerait vraiment cette petite résurrection, cette grande résurrection du papillon. Et cet événement est là pour marquer la fin de cette année horribilis qui va déboucher, on espère, sur un beau papillon où tout le monde va reconnaître la valeur de la santé, de se prévenir, de faire vraiment des actions envers la santé mentale, le bonheur. Je pense qu'on
on n'aura jamais été aussi content de se retrouver, d'aller danser, d'aller respirer. Donc, souvent, par contraste, en fait, il y a beaucoup d'innovation. Il y a déjà beaucoup d'innovation qui est arrivée, mais il y a aussi une conscience que ce qu'on a de la valeur. Et c'est pas ce qu'on a perdu, mais c'est ce qu'on a et ce qui reste de nous aujourd'hui. Et je pense qu'on va à Stockholm parler vraiment de choses pour aider les gens à se recentrer sur des choses claires, nettes, simples, les rassurer et puis move on, aller un peu plus loin. Donc on essaie de finir l'événement avec quelque chose et après. J'aime beaucoup l'honnêteté dans ton intention, justement. C'était un peu ma deuxième question concernant le côté personnel, l'implication personnelle. Donc, du coup, je vais poser la question à François. Voilà, je veux dire, motivation, comment les parties de ton cœur font partie d'un projet comme celui-là? Ça a été une... Bon, je travaille à la campagne de façon assez isolée, pas trop dans les flux et les échanges de la ville, parce que je travaille avec les chevaux. Et c'est vrai qu'on a une réflexion un petit peu de paysans ou de la terre, et on voit des incohérences ou des blocages qu'on ne comprend pas. Quand on travaille avec la nature, ça fonctionne. Ouais. Et quand on met des blocages comme ça, plutôt que de focaliser sur les raisons de ces blocages, c'est le blocage lui-même qu'il faut arrêter. D'où l'idée d'un sommet de la paix. On ne s'adresse pas, encore une fois, à une partie des gens ou l'autre, on s'adresse à tout le monde. Et c'est clair et certain que si tout le monde revient sur c'est même pas un débat, sur ce qui nous est arrivé, alors oui, on va trouver des solutions. J'entends déjà qu'on va me répondre « tes motivations sont belles, votre projet est magnifique », mais il y a eu des crises... dans les hôpitaux, il y a eu des morts, il y a eu la peur, et tout ça, on ne le réfute pas, au contraire. Mais je pense que ça n'a pas de lien, et ça c'est le bon sens paysan, ça n'a pas de lien entre l'apparition de cette maladie et ces mesures qui aujourd'hui, voilà, moi quand je vois qu'on prend un masque, qu'on le met dans sa poche, qu'on le remet, qu'on tousse dedans, on autorise les restaurants à ouvrir à une certaine heure et puis pas à l'autre. Alors je me mets à la place du virus. Voilà, je ne veux pas critiquer méchamment, mais il rigole. C'est ces mesures-là que de loin, comme ça, on se dit, mais si vraiment il y avait un danger, un grand danger qui conditionne ces mesures d'urgence, on n'aurait pas agi comme ça. On aurait prévenu les médecins. On aurait prévenu les assistantes sociales, on aurait prévenu les maîtresses d'école, on aurait prévenu tout le monde. Et puis là, tout le monde serait resté chez soi. C'est clair, parce que tout le monde se serait dit, mais il y a un vrai danger. Alors que là, le danger, il est là, il n'est pas là, on le prend, on le rejette, on joue avec, on trouve des remèdes, on les enlève. Donc sans aller dans une critique débile, il y a quand même des incohérences. Donc voilà un petit peu ce qui m'a fait bouger. Et après, j'ai vu 2 interventions, une du docteur Zuckelberger, donc de Astrid, une autre de Alexandra Henrion-Caudet, qui m'ont interpellé parce qu'elles avaient des questions à poser et on ne posait pas ces questions. Donc ces débats n'ont pas eu lieu, il faut le dire, mais nous on ne va pas sur un débat, on va sur un bilan. On dit mais voilà, qu'est-ce qui se passe et comment on peut en parler aujourd'hui tous ensemble. Et là, c'est sûr qu'on a des solutions. Excellent. Non, sur un projet aussi énorme que ça, donc je comprends bien vos mots, vos pensées. Qu'est-ce que vous y attendez? Qu'est-ce que vous souhaitez obtenir avec un événement de cette envergure-là? Qu'est-ce que vous voulez qu'il se passe avec... De la création, je te laisse répondre. Beaucoup de créativité. Vu qu'on ne s'est pas rencontrés pendant 1 an, oui. c'est déjà un événement. Quand les gens se rencontrent, il y a toujours des choses qui se passent. Ouais, c'est clair. Surtout, là, il y a de plusieurs disciplines, de plusieurs sciences qui vont se rencontrer, être autour d'une table, là où on a des pauses, donc on pourra parler, on pourra aussi dessiner l'avenir. Et ça, c'est important. On peut, le zoomage, la zoomopholie, ça va un moment, parce que c'est pas la même chose du tout. Non. Et donc, c'est l'occasion de se réunir avec des personnes qu'on n'a pas pu voir forcément ou connaître, mais aussi de réfléchir au futur de qu'est-ce qu'on va mettre ou qu'est-ce qu'on va commencer à mettre en place pour que ça ne se reproduise plus jamais. Plus jamais. Soyez c'est attendus. Pas possible.
il y a des tas d'incohérences. Moi, je l'ai écrit déjà plusieurs fois. Je vais encore l'écrire dans des livres, je sais. Mais il y a des incohérences, des inconsistances scientifiques. Et moi, je suis expert en santé publique internationale. J'ai travaillé avec l'OMS en santé publique à l'Université de Genève pendant plus de 25 ans. Donc, c'est tout ce qu'on apprenait, je ne le vois pas appliqué. Ouais. Et il y a des chaînes, en fait, chaînes de décision qui sont dramatiques. Et c'est pour ça que je me suis mobilisée, j'ai commencé à parler. C'est quand même dingue. En santé publique, on peut aller carrément depuis le cas zéro, qu'on n'a jamais trouvé, jusqu'à la détection du virus, comment on l'analyse, comment on analyse la contagion avec le protocole de Cork qui n'a jamais été utilisé pour faire l'étude de la contagion. C'est pour ça qu'on est dans le marasme, là. On est contagieux, vous êtes contagieux? Non? Oui, mais il n'est pas là, le virus. Donc, on vit dans une folie d'un virus, on ne sait même pas s'il est là. Ça devient psychotique. Ouais. Donc, ensuite, il y a le test, un appareil qui décide pour l'être humain s'il va être confiné ou pas, le PCR. C'est la décision. Tout le monde l'utilise. Pourquoi tout le monde l'utilise? La grande question. Est-ce qu'il n'y a pas autre chose à faire? Et pourquoi ce test et pas un autre? Et des appareils, quand vous les mettez ensemble, vous voyez bien qu'il y a des incohérences. Ce test... voilà, en santé publique, on se base sur ce test et hop, on prend des décisions. Ensuite, les gens malades, les gens sains, ça commence à être tout confus. Même les gens sains sont malades maintenant, puisqu'ils sont testés positifs alors qu'ils sont sains, ils sont pas contagieux. Et que, je ne vais pas le redire parce que je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais un cycle d'amplification de 40 à 45... et faute positive, sont 85, vous tirez ça du jeu de cartes, il y a tout qui s'écroule. La même chose avec le décodage du virus. Si on allait voir un peu plus loin, je pense que... Bon, on ne va pas aller là, mais je veux dire, si vous voulez, toute cette chaîne de décision, après, les malades, qu'est-ce qu'on en fait? On remplit les hôpitaux, ils vont tous dans la même porte des urgences, tout est débordé dans cette porte-là, mais pas les autres. Et les gens voient ça comme un film de science-fiction, et ils se disent, mais moi, je suis où là-dedans? Donc on va réfléchir à tous ces points. On va dire, mais comment on peut amener de l'éthique, non-conflit d'intérêts, avoir des nouveaux systèmes d'évaluation qui ne sont pas basés sur des machines, sur la technologie qui est faillible quand même, parce que ça dépend qui tient les manettes de la technologie. Donc, par exemple, s'il y a des choses qui sont fausses ou des mensonges, disons-le, est-ce qu'il y a un organisme qui analyse et qui peut arrêter des mensonges? Non. C'est marrant parce que j'y ai pensé, je me dis, tiens, le mensonge, c'est normal. Dans les familles, c'est normal, mais pas quand c'est des affaires de santé et d'État, parce que ça amène des décès, ça amène des décisions. Donc, toute cette chaîne de décision, il va falloir qu'il y ait des philosophes qui parlent. Là, on n'aura pas le temps de faire dans toute la journée tout, mais notre organisation, association, au IPC, elle est là pour justement amener la prochaine étape. Donc là, on est en train de se réunir tous pour pacifier, pour expliquer, clarifier, et vous pourrez poser des questions à chaque panéliste. Mais après, il va falloir bouger plus loin et mettre en place et réfléchir avec les gens, avec la population, avec les policiers, avec les soins intensifs, avec les labos, bien, et avec les chercheurs, avec les santé publiques. Ce qui est intéressant avec ce qui arrive, c'est qu'on distingue très rapidement qui a compris et qui n'a pas compris. C'est fascinant. C'est le grain est livré, le blé est livré. Et on sait déjà avec qui on va pouvoir travailler. Donc, c'est comme un révélateur, cette crise, des personnes avec qui ont compris et qui veulent vraiment aider la population et qui ne rentrent pas dans le système de dire « moi, j'obéis au système, j'obéis à la technologie ». Et des morts sont là, pas à cause du virus, mais parce qu'on obéit à un système. Bon, donc on ne va pas faire ce drame, on veut essayer d'apaiser, mais la réflexion, comme vous posez la question, elle va être là-dessus. Excellent, on dirait que ce jour-là va être une espèce de remise, comme on dit, remettre l'église un peu au milieu du village vis-à-vis de tout ce qui se passe. Et j'aime bien cette idée tout à l'heure, dans vos interventions individuelles, je ne sais pas si vous en avez parlé les deux, j'ai entendu parler un petit peu de finance, etc. Est-ce que vous avez besoin d'aide à ce sujet ou... Oui, donc là, on a eu la chance de rencontrer des personnes qui nous soutiennent pour cet événement. Ouais.
Ceci dit, on a encore besoin de soutien, c'est clair. Mhm. D'une part parce que c'est énorme à organiser et le challenge était de l'organiser en très peu de temps. Mhm. De convaincre les gens, de leur amener cette idée nouvelle. Ils ne venaient pas là pour crier au scandale, mais pour avoir cette intention de paix parce que la violence fait peur de plus en plus. Mhm. Elle n'est pas forcément pour demain, mais elle est déjà dans la rue, mais elle peut être pour dans 10 ans aussi. Donc oui, on a besoin de soutien pour prolonger aussi nos actions derrière, travailler sur la post-production de l'événement pour essayer de le divulguer un maximum dans toutes les langues. Mhm. C'est vraiment un message sans prétention, mais voilà, d'envergure internationale. Parce que tous ces problèmes de déstabilisation sociale finissent toujours par avoir un impact sur la géopolitique ou viennent de problèmes de géopolitique. Donc prendre du recul, prendre de la hauteur et se dire, oulala, on n'a pas le droit de ne pas le faire, cet événement. Et puis des gens pourront dire, oui, ils sont gentils, mais on n'est pas d'accord avec eux. Peu importe, peu importe, il faut le faire. C'est très important, c'est ma conviction de citoyen. Je ne suis pas scientifique, je ne suis pas médecin, mais je vois les dangers. J'y ai été confronté dans ma vie, je ne vais pas raconter l'histoire, mais c'est évident. Donc, quelle que soit notre opinion, quelle que soit la façon dont on va recevoir notre discours, la prétention de faire un sommet de la paix, mais c'est nécessaire. D'une part, parce qu'on veut lutter contre... Il y a encore temps d'agir contre cette violence. On sent qu'il y a des grosses choses derrière. Hein. Ce n'est pas uniquement le Covid-19. Et il n'y a pas de raison. On vivait bien ensemble avant. Retrouvons nos repères. Même mieux. Et on va trouver des meilleurs repères. En plus, oui, ça nous amène parce toujours à qu'ils étaient mieux. déjà là en sous-jacente. Mais voilà, ça va être l'occasion. Ouais, moi, j'aime bien le nom, le sommet de la paix, malgré qu'on parle de choses qui, effectivement, sont source de troubles pour beaucoup de gens. Mais c'est vrai que je pense qu'il est temps qu'on trouve un petit peu la sortie du tunnel. Vous savez, on construit notre avenir. On décide de notre avenir. Il y a des gens qui travaillent là-dessus. Et si on veut attaquer de front les événements en disant ça se passe pas bien, on va sortir les armes, on va créer encore pire. C'est un exercice intellectuel qui est pas forcément, qui flatte pas forcément l'ego, mais qui est source d'avenir. C'est pas des paroles en l'air. On construit, on doit décider, et qu'on ait adhéré aux mesures, qu'on se soit opposé aux mesures. On doit adhérer à cette vision. Et on en est tout à fait capable. Ouais. Je vais dire une chose, c'est qu'il faut vraiment pacifier, mais dans le sens intérieur. Ah. Que c'est bon, le virus, franchement, vous regardez les taux de mortalité, vous ouvrez l'ordinateur, vous tapez Office fédéral de la santé publique, vous tapez en France aussi, et vous comparez les années, et ça n'a rien à voir avec la peste, la grippe espagnole ou les grosses pandémies. Donc là, on se calme parce que la mortalité est très basse. Même la deuxième vague n'était pas vraiment le virus, c'était un mutant, un variant, c'était d'autres maladies. Donc on veut pacifier ça. Ça c'est la première chose, intérieurement. Intérieurement, que les gens reprennent leur force parce que avec le masque, le confinement, boucler tout, rester à la maison, même si vous avez le vaccin, ça va continuer. Non, franchement, c'est vraiment mettre quelqu'un dans sa coquille, comme la chenille, là, coquille, vous vous retrouvez, vous recroquevillez, et vous avez mal partout, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas bien. Donc je pense que c'est déjà dans les statistiques. Donc, paix mentale, paix intérieure. Et puis la paix sociale, parce que ça, c'est en train de devenir très, très grave. Bien sûr qu'il y a des choses qui ne sont pas du tout correctes, mais c'est pour ça qu'on a mis des avocats et des hommes de loi, et de loi internationale aussi de l'ONU, pour parler dans cet événement. Ça sent l'intelligence. Ça sent l'intelligence. C'est pas le combat, le but c'est le réveil. Oui, ouais, c'est excellent. Ah, j'aime bien ça, j'aime bien. Moi, je vous admire tous les deux. Merci beaucoup. Vraiment, je vous admire, je vous souhaite le meilleur. Et voilà, on croise les doigts, que ça va bien se passer. Je sais qu'il va y avoir des petits trucs techniques qu'il va falloir maîtriser. Oui. Mais à mon avis, ça va être un vrai bonheur. Encore une fois, merci vraiment du fond du cœur à vous deux. Merci à vous aussi d'être là, à nous soutenir. Et puis, on espère effectivement que les gens continueront à nous soutenir pour avec d'autres, on va faire, et avec la population, des tas de choses bien plus belles encore. Yeah. Merci. C'est bien.